Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Cultiver l'humour a fait de vous ce que l'on appelle une grosse légume. Vous avez choisi aujourd'hui de faire rimer humour avec amour dans un album où, à votre façon, vous embrassez ce thème éternel. Bonjour Oldelaf. Bonjour Jacques. Alors, on vous a déjà accueilli plusieurs fois dans les clés d'une vie, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver parce que vous avez un parcours tellement fourni qu'il y a toujours des choses à raconter. Oui, il y a 2-3 trucs à trouver, ouais. Voilà. Alors, on va commencer avec des dates. C'est le principe des clés d'une vie, vous le savez. Le 19 novembre 2011, un retour en enfance avec cette chanson. Et sur cette plage de Courseulles-sur-Mer, j'avoue que je ne me rappelle pas pourquoi tu paraissais un brin amer. Et vous tournez le clip de cette chanson dans ce port de pêche normand, et c'est presque un souvenir d'enfance. Oui, toute la côte de Nacre normande, c'est vraiment là où j'ai passé toutes mes vacances, tous mes week-ends en famille. Ma famille est encore en partie là-bas. Alors, j'ai pas vécu. Beaucoup pensent que je viens de Caen, que j'ai vécu. Non, j'y ai passé énormément de temps et j'y passe encore du temps, mais j'ai beaucoup de tendresse. Alors d'ailleurs, soit dit en passant, c'est pas à Courseulles même. Moi, non, c'est à Luc-sur-Mer. Plutôt Luc, ouais, c'est ça. Mais vous avez tourné le clip à Courseulles. Ah oui. Et ce Courseulles-sur-Mer, ça a une particularité. C'est là que pendant le débarquement, pour la première fois, des soldats allemands ont été arrêtés vivants le 6 juin 1944. Ouais. C'est assez particulier. Oui, non, mais de toute façon, c'est empreint de toute cette mémoire qui est très importante là-bas, la mémoire du débarquement. C'est un souvenir très riche et très puissant, mais pas glauque, je trouve. Non. Alors, il y a une comédienne animatrice qui est avec vous, Pauline Lefebvre, dans ce clip. Elle débutait à l'époque. En tant que comédienne, oui, c'est vrai. Et elle s'est prêtée au jeu. On est très très potes. Et elle s'était prêtée au jeu. Avant, on avait tourné une émission pour, ça s'appelait D8 à l'époque, un jeu, et on lui avait demandé de faire mannequin, modèle, pour présenter les t-shirts qu'on vendait du groupe. Elle avait accepté, c'était hyper drôle et on est restés très potes. Et ça fait longtemps que je l'ai pas revue, mais je crois qu'elle va bien. Oui, il se trouve aussi qu'elle a tourné dans un film de Lelouch. Oui. Et finalement, Courseulles-sur-Mer, c'est un clin d'œil aussi à Un homme et une femme. Oui, il y a tout ça en effet, sur la côte de Nacre. Enfin là, c'est Un homme et une femme, c'est à Deauville, mais il y a ces plages, les petites cabines. Ça, c'est très important là-bas, ouais. Oui, et c'est vrai qu'Un homme et une femme, ça a changé la vie de Lelouch. J'ai vu des images le matin de la Palme d'Or. Il est interviewé, mais personne ne le connaît. Et le soir, il devient une star. Oui, je pense que c'est un parcours fantastique et il a pu avoir la carrière qu'on sait derrière. Et il continue. Alors donc, Luc-sur-Mer, qui est effectivement le lieu de vos vacances, je ne sais pas si vous le savez, mais Xavier Deluc, le comédien, a pris son pseudo parce qu'il apprécie Luc-sur-Mer. Ah non, là, vous prenez quelque chose. Ouais. Alors, il y a chaque année là-bas un festival de musique, et c'est vrai que je crois que vous avez débuté au Casino comme pianiste. Complètement, j'avais 14 ans. J'avais pas encore fait de concert, moi, avec mes chansons, mais j'étais assez précoce. Et j'étais pianiste de bar pendant les vacances au Casino. Ça s'appelait le Piano Blanc. Ça n'existe plus. C'était un restaurant. Et comme condition de travail pour un jeune que j'étais, je gagnais des sous en jouant du piano face à la mer. Donc c'était assez merveilleux. Ouais. Et c'est drôle, à 14 ans, on vous engage comme pianiste ? Oui, en fait, moi, je jouais beaucoup de mon côté. Je savais tout jouer, tout reproduire à ma manière. Hein. J'étais pas un très grand pianiste. Par contre, j'avais une bonne oreille. Et ils me disent, je sais pas, t'es jeune. Je sais pas, montre ce que tu sais faire. Et puis, je suis resté pendant 4 ans, voilà. Et dans d'autres piano-bars, il fallait des conditions. Et Louis de Funès, qui a débuté dans les piano-bars pour gagner sa vie, il avait fait croire au patron qu'il avait fait le conservatoire pour être engagé. Sinon, il n'était pas engagé. En fait, tristement, les gens ont besoin d'étiquettes et d'être assurés. Au lieu de se concentrer sur ce que les gens savent faire, il faut toujours des diplômes, des choses qui les rassurent, alors que les gens parfois sont pas forcément aussi compétents que des gens qui savent vraiment, qui connaissent le terrain. On est bien d'accord. Le piano, ça a commencé très jeune et vous avez fait très vite 2-3 heures de piano par jour, Oldelaf. Oui, en fait, ce qui est curieux, je peux le dire, j'ai fait 5 ans de conservatoire en piano, dont je n'ai pas appris grand-chose. Ça m'a beaucoup délié les doigts. Mais sauf que j'ai arrêté le piano en 87 à la fin de ma 5e. Et le jour où j'ai arrêté le conservatoire, j'ai commencé la musique. Et je le dis de manière assez claire, c'est que ce jour-là, je me suis mis à jouer. Et donc, je savais pas jouer grand-chose, quelques morceaux avec une partition. Et donc, 1 an et demi plus tard, j'étais pianiste de bar. C'est pour dire l'intensité
que j'ai donné à ce moment-là. Ouais. Oui, mais c'est comme quand on va à l'école, on n'aime pas les livres de littérature, et puis en sortant, on découvre que ça raconte des trucs. Ouais. Exactement. Alors, il y a eu, vous avez aussi été professeur de musique à Cachan. Oui, complètement. J'ai été professeur pendant 3 ans dans un collège. J'essayais d'apprendre la musique à des enfants. Bon, qu'il fallait surtout essayer de leur apprendre à apprendre. C'était un collège assez difficile pour certains, des enfants qu'on récupérait de la filière classique, on va dire, mais j'admire, je tire mon chapeau encore aujourd'hui à tous les professeurs qui travaillent, des gens qui se battent, qui sont décriés, moqués, on remet en doute leur travail. C'est un travail qui est fantastique, qui est très très dur, parce qu'on travaille de l'humain, donc l'humain évolue et on leur fait plus confiance. Je suis très triste de ça, parce que, en tout cas, moi j'ai la chance. Je savais que je voulais faire quelque chose d'autre après, mais j'ai la chance de l'avoir fait pendant 3 ans pour savourer chaque jour et ce que font les professeurs, et aussi ce que moi je fais. Je me lève en me disant je dois mériter ma place aussi de l'autre côté, parce que j'ai pu me sortir de ça. Voilà. Cachan, c'est Arcueil aussi, et il y a un très grand musicien qui a débuté à Cachan. Arcueil, il n'avait pas d'argent, il vit dans un appartement repris à un clochard où il n'y avait pas d'électricité et pas d'eau. C'est Éric Satie. Oui. Et qui a débuté là-bas, et qui a fait la carrière qu'on connaît. Et Maurice Baquet aussi, qui était à Arcueil, qui a été beaucoup photographié par Douaneau, le violoncelliste. Exactement. Champion de ski, oui. Et qui a fait le professeur Dorchi Schtroumpf, qui a été célèbre dans les années 60. Alors, il se trouve aussi, Oldelaf, qu'il y a eu le piano, mais surtout la guitare qui a changé votre vie. Oui, bah, surtout moi, ma chance, c'est d'avoir fait les deux. Mais moi, enfant, je rêvais de faire de la guitare. Mes parents m'ont proposé de faire un instrument, et je rêvais de faire de la guitare. Je trouvais ça fantastique, et je suis allé m'inscrire au conservatoire. Et le mec a regardé, mais j'avais 7 ans. Hein. Il regarde mes ongles en me disant, vous rongez les ongles? Oui. Vous ne ferez jamais de guitare. Il a décrété ça, vous ne ferez jamais de guitare. Donc je continue à me ronger les ongles. Jacques, vous pouvez être témoin. Et aujourd'hui, je fais la guitare. Donc il faut arrêter de catégoriser les choses, et de faire des vérités qui n'en sont pas. Donc je rêve de faire la guitare, et comme j'ai pas pu faire de la guitare au conservatoire, on m'a inscrit au piano. Là, j'ai découvert le piano, et ça a été c'est un amour qui reste entier aujourd'hui pour le piano, et j'en ai besoin pour écrire et pour me faire du bien. Et puis la guitare, en revanche, m'a permis d'ouvrir l'art vraiment sur la scène, et de m'ouvrir plus aux autres. Le piano, peut-être, c'est plus mon monde à moi, et la guitare tournée vers les autres. Ouais. Voilà, et les autres avec des chansons, car vous aimiez aussi Souchon, je crois. Totalement. Et Jodassin. Oui. Bon, en fait, je crois que j'aime la chanson dans un sens populaire, et vraiment, je trouve que c'est un terme qui peut devenir noble quand on dit faire des chansons pour les gens, pour le peuple, des chansons qu'on chante, qu'on reprend ensemble, qui fédèrent, qui nous font grandir ensemble. Et on a évidemment tous des refrains de Souchon ou de Jodassin, et puis je trouve ça de fort, c'est qu'ils chantent notamment pour Souchon, la vraie vie, la vie tous les jours, les doutes qu'on peut avoir. C'est pas un chanteur Johnny, je suis évidemment je suis français, donc évidemment je chante Johnny, mais il y a un côté grandiloquent que j'aime pas. J'aime la simplicité, j'aime le regard sur les choses de Souchon, et l'humour de Jodassin aussi sur tout ça. Oui, c'était un roi du canular, Jodassin. Un jour, il a produit un disque qui était Les hallucinations d'Édouard contre les élucubrations d'Antoine. C'était Jean-Michel Rivail qui était avec un Bermuda et des cheveux très longs. My name is Édouard. Voilà. Et le disque a été censuré, ce qui fait qu'il s'est bien vendu. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que Dassin était quelqu'un de très précis dans ses chansons. Chaque mot comptait, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est encore d'actualité. Et surtout, ça vaut le coup d'aller écouter les chansons de Dassin, de ne pas se contenter de celles qu'on connaît, les plus grands succès. Il y a toujours des trouvailles mélodiques, des paroles, de l'humour, il avait vraiment de l'humour sur lui-même, ce qui n'est pas le cas de tous les chanteurs de l'époque. Ouais. Nous sommes bien d'accord. Alors, il se trouve aussi que pour vous, la musique, la chanson, ça a démarré dans les groupes. Oui. J'ai toujours envisagé la musique avec des gens. Ça a toujours été un moteur de partage. Parce que peut-être que je savais déjà que je voudrais faire de la route et de la scène, et je veux pas me servir de chansons pour une gloire personnelle. Mes chansons, j'ai la chance de les écrire, de pouvoir les chanter. Ça me va très bien tant que les chansons sont chantées. J'ai fait ce que je voulais faire. En revanche, quand on doit vivre sur la route, aller les présenter, j'ai la chance de travailler avec les gens que j'aime, et on grandit ensemble, on voyage ensemble. Ça fait l'équipe actuelle, ça fait 15 ans pour certains, 20 pour d'autres. Enfin, on a vu grandir, on a vu arriver les enfants, les femmes, les compagnes. C'est
C'est un monde. C'est un monde, et ça, c'est une des plus grandes richesses de toute ma vie, ouais. Oui. Et d'ailleurs, votre premier groupe s'appelait les Caméléons. Ensuite, il y a eu les Petits Humains. Et les Petits Humains, les chansons sont tellement dans votre cœur que vous les reprenez encore aujourd'hui sur scène. Dans sa pupille Rubicon, la fille qui pleure sur le rebord du monde n'a plus que les images des fardeaux et les peines. Elle ne trouve plus la page où elle était. Alors, ce qui est extraordinaire... Alors, déjà, je salue la découverte de l'archive, parce que c'est une chanson qui compte beaucoup pour moi, mais elle est beaucoup plus rare à trouver, cette chanson-là, que d'autres. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on entend les gens qui chantent dans la salle, alors que théoriquement, cette chanson est connue d'un petit monde. Oui, moi, j'ai fait... J'ai fait vivre mes chansons moi-même avec les groupes, les différentes formations sur scène, et les gens se les sont appropriées, les ont transmises, les jouent, et j'ai la chance qu'aujourd'hui les chansons vivent par elles-mêmes, et des groupes jouent ces chansons-là, et elles sont plus connues sur le terrain, et dans la vraie vie, on va dire que elles passent à l'antenne, et donc ça, c'est une vraie fierté que ce soit une réussite de terrain, ouais. Voilà. Et le terrain, justement, vous y êtes allé sous différentes formes, et on va évoquer une autre date importante dans votre vie, le 5 janvier 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Oldelaf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Oldelaf, avec un nouvel album Saint-Valentin. C'est pas la bonne période, mais on n'en est pas loin. Et surtout, c'est toujours la Saint-Valentin, c'est tous les jours, normalement, si on aime vraiment la personne. Exactement, et puis on aime cet album, on va en reparler tout à l'heure. Et on en revient à ce parcours qui a débuté donc discrètement. Et il y a une date étonnante que j'ai trouvée, c'est le 5 janvier 2013. C'est un journal de 13h où vous n'êtes pas là pour chanter, mais vous évoquez un phénomène en pleine expansion, le financement participatif sur Internet. Oui. Vous en souvenez de ce reportage ? Oui, alors je ne savais pas que c'était cette date-là, mais en tout cas, oui, je me souviens d'avoir été interviewé à ce sujet. Ouais. Ouais, et un journal de 13h, c'était pas n'importe quoi. Non, en effet, ce qui est particulier, c'est qu'on m'a toujours dit ah tiens, vous êtes un artiste indépendant, c'est bien, vous construisez... En fait, mais j'ai jamais fait ce vœu-là. Moi, je rêvais d'une carrière tout à fait simple, qu'une boîte de prod paye mon disque et qu'on me dise d'aller chanter là ou là. Et en fait... j'étais dans une prod indépendante à l'époque qui s'appelle Roy Music, qui existe toujours, qui m'ont beaucoup aidé et qui avait des solutions à trouver, parce que c'était un label indépendant, c'est-à-dire pauvre. et les solutions, ils les ont trouvées avec le crowdfunding, puisque j'avais une très grosse communauté. J'avais déjà fait la même époque en 2013, je fais mon deuxième Olympia solo, donc il y a quand même une vraie... Et un Zénith aussi. Et alors ça, c'est un peu l'année d'après, là, en 2014, mais en tout cas, oui, il y avait une réussite de terrain, vraiment, une communauté qui se fédérait, mais des disques qui n'étaient pas des premiers des ventes et tout ça. En revanche, cette communauté s'est bougée et a pu financer, me permettre de grandir, de faire des choses merveilleuses dans ce métier, parce qu'ils ont financé l'album. Plusieurs fois, j'ai eu 80 000 € pour faire des albums, ce qui est considérable. Aujourd'hui, oui. On peut faire des albums très, très, très confortablement. Voilà, avec des producteurs qui sont des fans, donc tout est réglé. Mais moi, ce qui m'étonne toujours, c'est les maisons de disques avec des soi-disant chefs de produits traînés disaient comment peut-on être directeur et artistique, et qui ne pensent qu'à leur budget de fin d'année et qui ne voient pas qu'Oldelaf, ça peut leur rapporter de l'argent. Non, là-dessus, moi, comme j'ai pas été un gros vendeur de disques, je peux pas arriver décemment voir une maison de prod en disant la route va être simple, vous avez qu'à claquer des doigts. Autant pour remplir les salles, ouais, j'avoue que j'ai eu une chance extraordinaire et je touche du bois de ce studio pour que ça continue. Pour les disques, il y a besoin de rassurer des producteurs, et j'ai besoin de plus peut-être d'appui médiatique. On le voit quand on sort un album, je fais partie d'un circuit un peu à part. La chanson humoristique fait peur, et là, pour vous, Jacques est un historien de l'humour et donc aussi des chansons humoristiques, c'est pas un style qui est comme les autres et qui est compliqué à vendre. Donc beaucoup ont eu peur. Donc j'ai eu la chance de tomber heureusement sur des gens, et notamment aussi sur ce financement participatif. Voilà, et vous dites dans ce journal de 13h, Oldelaf, que vous avez découvert que vos chansons étaient téléchargées sur Internet et que ça a été le déclic. Bah oui, moi je suis... pour d'autres journaux, j'avais été pour certains disent que j'ai inventé les buzz Internet, mais c'est vrai que j'ai été à l'époque pour le café, ça c'est bien avant, en 2006, mais j'étais passé sur TF1, sur M6, ils comprenaient pas. Il n'y avait pas Facebook, il y avait YouTube commençait, mais il n'y avait pas de YouTubeur en tant que tel. Et j'étais déjà, je sais plus, à 5 ou 10 millions de vues, et ils ne comprenaient pas ce phénomène, une chanson qui ne passait pas à la radio, qui était
cliquer comme ça, et dans tous les pays en plus, parce qu'il y a eu, je sais plus, je crois une vingtaine de traductions de la chanson. Donc ça, c'était vraiment nouveau. Donc oui, je dois ma notoriété en grande partie à Internet. Ouais. Oui, et au public qui vous a financé ce deuxième album avec cet extrait. Quand je suis tout seul chez moi toute la journée, parce que j'ai un jour de libre pour me reposer, je mange. Avec un clip aussi qui est resté célèbre, réalisé par Jonathan Lambert, qui est venu vous voir, je crois. Tout à fait, voilà. Jonathan, c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Et puis pour le clip, il a fait revivre un de ses personnages, voilà. Et donc ça, c'était un grand honneur qu'il nous a fait. Oui, c'est quelqu'un de très rigoureux. Oui. On rigole pas sur un tournage forcément. Oh non, oui, non, il est très sérieux, mais beaucoup, de toute façon, dans l'humour, c'est une mécanique qui est très exigeante. Donc, beaucoup des humoristes sont beaucoup moins marrants dans la vie que sur scène, parce que ça demande beaucoup de concentration et d'effets réussis. Mais c'est une tradition. Moi, je me souviens d'André Frédéric, humoriste totalement oublié aujourd'hui, qui a fait des livres merveilleux qu'on trouve difficilement. C'était un roi du canular, et avec Jean Carmet, son meilleur copain, il écumait les maisons closes déguisé en évêque pour proposer des poudres et des onguents. Et ça marchait très bien. Et il s'est suicidé parce que justement, il était désespéré alors c'était un génie. Ah ouais, ouais. Alors, il se trouve que à l'époque justement de ce clip, Jonathan Lambert a perdu son père. Il est beaucoup plus grand que lui, donc il n'a hérité que de ses chaussettes. Oui. Et vous-même, vous aviez eu un drame, je crois que c'est la mort de votre tante, et qui vous a fait rire finalement. Oui, alors c'était pas à ce moment-là, hein, c'était bien avant. Mais en revanche, c'est une scène qu'on retrouve partiellement, c'est un hasard, hein, mais dans le The Big Lebowski, en fait, à l'enterrement de ma tante, elle est incinérée et on va disperser ses cendres dans le bocage normand. Donc à un moment où nous, elle était très jeune, hein, donc on était brisés, on était très malheureux. Et sa meilleure amie disperse les cendres, un coup de vent, et elle se prend donc toute ma tente sur le visage, sur les habits. Et donc, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On doit rire, on doit pleurer. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? La vie ne nous les apprend pas. Chacun réagit, mais il fallait nettoyer les cendres de ma tante. Voilà. Donc, c'est peut-être un pied de nez comme dernier adieu, je ne sais pas, de ma tante. En tout cas, c'était un moment dont on se souvient évidemment toute sa vie. Ouais. Exactement. Et nous, on se souvient aussi, quand on est fan d'Oldelaf, c'est de cette chanson. C'est Raoul, mon pitbull, qui l'a trouvée appétissante. C'est Raoul, mon pitbull, il est gentil mais quelle descente. Il aime jouer, il est cool, mais s'il a un petit creux dans le ventre, il te croque dès que tu rentres. C'est Raoul. Oldelaf et Monsieur D, là aussi ça a été un événement. Oui. Ça, c'est vraiment, pour le coup, une des rares chansons qui a été prise sur une playlist radio. C'était sur Radio Néo. Et c'était en 2003, la chanson sort. Donc, je tiens à saluer déjà Frédéric Draps, dont on entend la voix. C'était Monsieur D. Et puis les Joyeux Urbains qui jouaient et qui sont venus gentiment jouer sur cette chanson. Et la chanson, il y a eu un vrai engouement un petit peu, pour nous, médiatique à notre petit niveau. C'était pas une radio nationale. Ça l'est toujours pas, Radio Néo. En revanche, c'était un nouveau public qui venait pour une autre raison et qui n'était pas des copains de copains, c'était vraiment des gens qui venaient nous voir comme ça. Et ça a été la chanson qui a marqué le vrai début de l'aventure, et parce que ça s'est emballé après très fort. Ouais. Ah oui, ça a duré 10 ans. Ouais. Et je crois que le dernier Olympia était plein 2 mois avant la date. Ah bon, c'est fou et on a du mal à le concevoir, mais en fait, on n'a pas eu le temps de faire d'affiches de l'Olympia, et je dirais on a fait même une erreur stratégique, puisque j'ai envoyé 3 mails, ça s'est rempli en 3 mails, l'Olympia, et donc version debout, donc c'était 2005 ou 2006, hein, je crois à l'époque, c'est un peu plus grand encore maintenant, mais en tout cas c'était complet, mais on aurait dû assommer tous les affiches, les colonnes Maurice pour dire Olympia complet, et donc il y avait, comme c'était le dernier concert, moi je partais sur la suite, et plein de gens étaient persuadés que j'arrêtais ma carrière, que j'arrêtais là-dessus, et pas du tout, c'est que ça reprenait, mais c'était un succès colossal, mais il n'y a pas eu d'affiche Oldelaf et Monsieur D. Ouais. Voilà. Enfin, à l'Olympia. La chanson qu'on a entendue, elle vient d'un album qui s'appelle Les Chansons Cons. Complètement. Voilà. Et moi, je me souviens d'avoir travaillé avec Philippe Bouvard, où on avait une séquence où on avait des chansons cons, et il y a celle-ci qui est un classique. C'était un gaga, c'était un garçon. Il était mou, il était moussaillon. Il avait l'air con, constamment hébété.
car il était curieusement Vous conformé. connaissez André Valtier, le Il boubou avait la amoureux? vie- Alors, j'avais entendu parler, non, je ne connaissais pas, j'aurais été incapable de citer le nom des chanteurs. Ah, il faut écouter ça parce que dans le genre, il est passé dans une émission de télévision, il devait avoir 70 ans, il a fait un tabac, il s'est retrouvé numéro 1 au hit parade avec cette chanson. Ah ouais? Ah, ça a été un immense succès, par le bouche à oreille, un peu comme vous. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que finalement, tout s'est passé comme par le bouche à oreille, notamment avec Monsieur D. Ça a commencé dans un café qui était ailleurs, et ensuite ça a été le bouche à oreille pendant 3 ans. Bah, ne serait-ce qu'on l'a vu, on a commencé, il y avait le premier jour où on joue, c'était en janvier 2000. Il y avait 6 ou 7 personnes dans la salle. Le lendemain, il y en a 30 et le surlendemain, il y en a 80. Et en fait, ça a été comme ça. Et c'est un groupe, on a été aidé par des prods à la fin, à partir, on va dire, de 2008. Il y a eu vraiment des gens qui se sont intéressés à nous. Furax pour la tournée et puis Roy pour le disque. Mais on s'est vraiment construit comme ça, de manière bouche à oreille. C'est exactement comme vous l'écrivez. Et il y a eu quand même 3 albums et puis on a fini à l'Olympia complet sur ce projet qui était et puis des succès, le Café, Nathalie, Mon Amour GMJ, qui ont été vraiment un engouement des gens qui s'abandonnaient au concert. C'était un peu une expérience. Parfois, on faisait des concerts déguisés, des concerts un peu participatifs. C'était une époque assez merveilleuse. Ouais. Et puis, je dois avouer quelque chose, c'est que on a bénéficié, c'était le début d'Internet, et une période qui est aujourd'hui un peu révolue, où il y a énormément de gens qui découvraient de nouveaux styles qui se créent tous les jours, des mélanges, du reggae classique, du hard acoustique, enfin et des gens se disaient mais ça c'est mon style, et les gens sortaient vraiment pour aller voir plein de concerts. Il n'y avait pas eu encore la crise ou la supposée crise de 2008, et les gens vraiment, mais les salles se remplissaient, les gens se disaient mais c'est génial, il se passe des trucs à 200 mètres de chez moi, et c'était une époque fantastique pour tout le groupe de la chanson française, un petit peu nouvelle scène, mais dont on avait bénéficié les Ogres de Barbac, La Rue qui est à nous. Nous, on a commencé vraiment ensemble. Et des salles qui étaient pleines de gens qui disaient mais c'est ça, c'est la musique qui me parle, et quel que soit le style. Et c'était fantastique. Et aujourd'hui, après Covid, après les crises, les machins, les gens sortent beaucoup moins facilement de chez eux. Ouais. Oui. Pas que pour nous, hein, je parle de tout le monde. Ouais. Absolument. Et puis, il se trouve qu'il y a une autre salle que vous avez remplie, mais dans des circonstances particulières. On va l'évoquer à travers la date du 8 décembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Oldelaf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Oldelaf. Nous parlerons tout à l'heure de Saint-Valentin, votre 5e album, qui vous tient à cœur, si j'ose dire, et qui nous tient à cœur également. On a évoqué vos débuts, on a évoqué Monsieur D. Et puis, j'ai trouvé une date étonnante. Le 8 décembre 2023, vous êtes à la scène musicale, mais pas pour un concert public, pour une soirée privée, pour une rencontre du réseau, un club de jeunes dirigeants. Ah oui. C'est assez étonnant, c'est pas... Oui, il faut jamais oublier que on a toute une partie de choses que les gens savent, et là une vie publique, on va dire, et puis une vie un peu plus privée. Alors ça, je suis allé animer, faire mes chansons, hein, voilà, mais il y a des choses qui nous permettent aussi non seulement de gagner un peu de sous, il faut être très honnête là-dessus, et puis de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Donc ça, c'est quand même assez rigolo de se mettre dans une situation où les gens, il n'y en a aucun qui vous connaît, ou presque. Il y en a quelques-uns qui connaissent. En vrai, j'ai la chance d'être assez... avoir un peu de notoriété, mais on se retrouve dans des situations comme ça. Mais il y a plein de choses qu'on ne dit pas forcément. Moi, j'ai joué pendant de nombreuses années dans les hôpitaux, d'aller voir les enfants malades, par exemple, d'aller chanter la musique en hôpital. C'est pas des choses que j'ai envie de médiatiser spécifiquement, parce que je crois que ça appartient au parcours de chacun. Mais c'est vrai qu'il faut jamais penser qu'un artiste n'a qu'une seule corde à son arc. Par exemple, pendant le Covid, je tiens à le dire, mais moi je me retrouvais au chômage. En plus, je venais sortir un album, j'avais le cœur gros parce que l'album était un petit peu complètement massacré, sacrifié, et moi j'ai fait des chantiers. J'allais travailler chez des gens parce que je bricole pas mal, et j'ai gagné un peu de sous en allant bricoler chez des gens, tu vois. Donc c'est des parcours des situations dans lesquelles on se retrouve et qui font pas partie du parcours classique, ouais. Non, mais là vous animez vraiment la soirée, parce qu'il y avait un débat sur une table ronde sur le management par le cœur, mais vous arrivez derrière et c'est vraiment la folie, le bonheur, notamment quand vous chantez ceci. L'amour à l'hôtel Ibis de 13h à 13h10, une passion incontrôlable, mais il manque une prise pour ton portable. L'amour
Ça, c'est extraordinaire, cette chanson. Je suis très fier de cette chanson, ouais. Et elle me fait vraiment rire encore aujourd'hui. Et l'amour en entreprise, où justement, je crois que c'est à l'inverse de... Elle aura eu sa place parfaitement Saint-Valentin, le côté qu'est-ce qu'il y a de moins romantique que dire tiens, je veux pas aller tirer un coup entre le dessert et le café avant de reprendre la convention. Nous allant dormir beaucoup dans les hôtels Ibis avec les groupes en voyageant, tous les musiciens, les artistes en tournée, on connaît parfaitement, en effet, l'emplacement de chaque truc du petit-déj par cœur. Et on croise beaucoup de ces conventions, ces groupes d'entreprises. Et ça manque incroyablement de poésie, je trouve. Oui. Alors, en revanche, il y a un moment de poésie dans cette journée que vous avez passée. C'est quand la dirigeante est entrée sur scène avant vous pour chanter votre grand succès. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi ? C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. Alors il se trouve que cette chanson, tout le monde la connaît. Et donc, elle est entrée sur scène, elle a été sortie en disant on va te donner quelques bonbons. Ça prouve l'humour de ces gens-là. Ah oui. Bon, en fait, je crois qu'il y a des moments... D'ailleurs, nous, on en profite, mais rire dans un moment inattendu, on en parlait un peu tout à l'heure avec ma tante, mais rire dans un moment auquel on ne s'attend pas à rire, c'est merveilleux. C'est quand quelqu'un, les plus artistes, les comédiens les plus drôles sont ceux justement qu'on ne s'attend pas à voir nous faire rire, et ils te saisissent. Parce que mais qu'est-ce qui se passe ? Un événement est en train de passer. Donc en effet, des gens comme ça qui sont issus du milieu de l'entreprise, voir leur patronne chanter, se mettre aussi en danger, c'est jouissif pour eux. Voilà. Alors cette tristitude, bon, moi j'entends encore des enfants la chanter aujourd'hui, ce que vous n'auriez jamais imaginé. Je ne sais pas combien de versions il existe puisque vous avez fait des parodies. Ouais. Et surtout, c'est quand même une chanson qui est née à l'heure de l'apéro. Ouais, enfin à midi, donc c'était... trop tôt pour prendre l'apéro, et on l'a fait pourtant avec mon ami Olivier Duboc. Et c'est une chanson on écrivait pour d'autres choses. On essayait d'écrire des petites séries télévisées. Il y a plein de choses qui sont nées à ce moment-là. Et je lui dis, j'ai une idée de chanson sur la tristitude, des moments où on est vraiment où la vie se met pas bien, quoi. On a rigolé, on a écrit pas mal de phrases, mais la chanson est restée dans un tiroir vraiment pendant 3 ans. Et d'ailleurs, entre-temps, je crois que c'est Ségolène Royal qui avait sorti La Bravitude, qui n'avait rien à voir ni dans un sens ni dans l'autre, hein, et c'est juste hasard de suffixe, on va dire, de néologisme, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que on avait un petit peu fait la fête en écrivant, et quand je l'ai relu au calme et sans avoir bu, je me suis dit elle est quand même marrante, et je l'ai ressorti au moment du Monde est beau, et ça a eu le succès qu'on sait. Mais que vous n'imaginiez pas. Non, pas du tout. Et moi je disais, le producteur, donc Roy Music, me dit il faudrait un album plutôt sérieux. Et je dis très bien, je vais faire des chansons plutôt sérieuses, et c'est eux qui entendent la chanson et me disent celle-là faut la mettre, celle-là elle est vraiment super. Mais je dis elle est hyper marrante, il faut... Ouais, mais là quand même. Et donc c'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de vouloir mettre des frontières entre les choses. Il y a des chansons marrantes ou pas marrantes, on s'en fiche. Il y a des chansons tout simplement, et celle-là c'est une chanson, et je suis très fier de cette chanson. Mais voilà. C'est étonnant parce que Oldelaf, j'ai découvert qu'il y a un professeur de sciences humaines qui a écrit une thèse sur la tristitude. J'ai trouvé ça sur internet. En lien avec la chanson ? Il y a la chanson est citée en tout cas. Alors là, oui, ça m'intéresse. Alors, Une thèse. Ça veut dire une thèse, c'est long, hein. C'est 3 ans de. Oui, mais il est parti de là. Comment vous expliquez? Alors là, ça m'intéresse vraiment parce que bravo, et je vais aller vraiment chercher parce que je veux lire cette thèse. Mais comment expliquer ce succès? Je crois qu'il m'a totalement dépassé. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait en 2011, ça arrive, et qu'il y avait vraiment de manière très forte, et on voit que ça continue sous diverses formes, mais il y avait un début de prise de conscience des petits tracas quotidiens. Il y avait eu déjà des gens qui avaient chanté sur la vie, qui veut pas bien, machin. Il y avait déjà des gens qui en avaient parlé, mais la cristallisation de ces petits coups qu'on se prend et qui nous font mal, mais qui sont pas très graves, mais on a l'impression que le monde s'effondre sur nous. Je crois que la chanson a réussi à cristalliser un truc sociétal que j'avais pas du tout perçu, encore une fois. Vraiment, que moi, je voulais juste dire, ça me faisait rire, ces petites misères, mais essayons d'en rire. Et essayons d'en rire
a été totalement fédérateur. Et plein de gens se sont mis à chanter naturellement dessus, à faire la tristitude, et des régions entières, des corps de métier. J'ai vu la tristitude des médecins, des avocats, il y a l'Alsacitude, où il y a plein d'ailleurs d'illustres collègues, mais qui chantent dedans, des Cookie Dingler, Antonia Drandinger, les gens de Pierre Schott, et voilà, de Raft et tout ça. Donc, mais c'est ça, tu calcules pas du tout. Moi, c'est une chanson vraiment faite avec un copain, mais le néologisme et ce que ça racontait a été été à la base de quelque chose. Maintenant, de là à penser que quelqu'un en a fait une thèse, autant qu'elle soit chantée dans les fêtes, les anniversaires, ça, je suis content parce que les gens se l'approprient et c'est le plus grand cadeau qu'on puisse me faire. Mais là, une thèse, c'est beaucoup parce que ça raconte beaucoup de choses apparemment. Sur la tristitude, oui. Ah oui, là, je suis intrigué. Alors, il se trouve aussi que vous avez dit un jour, Aldelaf, que si vous n'écriviez que des chansons humoristiques, vous risquiez de vous ennuyer. Ah oui, et l'inverse aussi. En fait, j'ai fait à un moment. Moi, dans Les Petits Humains, donc, qui était le même groupe que Caméléon, on a changé de nom, il y avait un mélange où on faisait des chansons, entre guillemets, normales, traditionnelles, et puis des chansons complètement cons. Et à un moment, le groupe m'a dit, ouais, non, on voudrait vraiment faire que des chansons normales, un peu plus pop. Ok. Mais moi, j'ai créé un groupe un groupe poubelle, on va dire, Aldelaf et Monsieur D. On a fait que les chansons cons. Voilà. D'où l'album Chansons cons. Et le problème, c'est que les gens ont vu un truc. Ah, qu'est-ce qui se passe sur scène? C'est complètement con. Viens voir ça. C'est con. Et le public s'est engouffré là-dedans. Les petits humains n'ont pas supporté ça a décru le public dedans. Et par contre, ça a été l'explosion de la fin Monsieur D. J'étais triste, mais en tout cas, moi, j'étais content d'une chose puisque j'avais quand même ce groupe qui marchait. Mais il me manquait profondément quelque chose. Et au bout de 10 ans, je me suis dit, en fait, je ne peux pas. C'est pas la vie de rigoler tout le temps. C'est pas la vie de faire des chansons tristes non plus tout le temps. C'est pas ça la vie. Il y a un peu besoin des deux, et moi j'étais très heureux à partir de 2010 de pouvoir dire, et au début d'une chanson, les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient entendre. Est-ce que ça va être une chute marrante, une chute triste? Et je me régale toujours aujourd'hui de ça, de surprendre les gens. Ouais. Voilà, et moi je suis toujours étonné de tout ce que vous faites, par exemple, des chansons pour enfants très particulières. Et chacun ses cas, on est super violents, on est les mots sympas, des animaux méchants. Un album pour enfants qui s'appelle Bête et Méchant. Tout à fait. Ça aussi, c'est pas généralement ce qu'on offre aux enfants. Très grande fierté, un album primé par l'Académie Charles Cros. Oui. Et sur ce morceau, et je tiens à le signaler, il a été coécrit puis et interprété par mon ami Olivier Duboc, dont je parlais, avec qui on a fait La Tristitude aussi, La Peine de mort. Enfin voilà, ça a été quelqu'un d'important dans ma création, puis quelqu'un de très important dans ma vie à côté, et il l'est toujours. Et l'album de chansons pour enfants, c'est une demande, en fait, une collection qui venait de Bayard Presse, qui s'appelle Tintamarre. On a demandé à des gens de la chanson de française, mais on va dire pas de premier plan, mais des gens qui en vivaient vraiment, voilà, de faire des albums pour les enfants. Et moi, ça arrivait pile au bon moment. Je sais pas, j'avais eu un petit garçon 2 ans avant. C'est arrivé à la fin un des Monsieur D m'a dit qu'il arrêtait. Enfin, j'avais une petite envie de faire ça, et je l'ai fait très rapidement. Je crois composition et enregistrement en 2 mois. Voilà. Donc, ce qui est très rapide. Et l'album, il a répondu énormément. Ça a été une vraie chance de faire ce truc. Oui, et ça a marché auprès des enfants. Totalement. Les chansons sont totalement encore chantées, alors que ça remonte, c'est 2008. Donc, mais je suis très fier de ça. Il y en a un deuxième qui a été moins médiatisé, qui s'appelle Happy Birthday, un album un peu concept pour les enfants, encore une fois. Autour du thème de l'anniversaire, évidemment, et il y a de très très belles chansons dessus, dont je suis très fier, mais c'est vrai que non, j'ai adoré faire ça, et surtout ne jamais prendre les enfants pour des cons, quoi. Celui qui le fait le mieux, c'est Aldebert. Enfin voilà, ces albums sont merveilleux parce il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants autour de soi pour écouter ces albums-là. Voilà. Alors ça, c'est le côté enfant. Et puis l'année dernière, il y a eu aussi un spectacle étonnant. On a lancé l'opération Bretzel. Nous sommes devenus traqueurs de nazis. Allez, c'est parti. C'est parti. Avec mise en scène par Simon Astier, avec Arnaud Joyer, l'opération Bretzel, c'est Indiana Jones, version de Exactement. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Je voulais cristalliser
deux idiots, vraiment deux idiots finis, balancés dans une aventure qui les dépasse, à savoir la traque des nazis, et le nazi dans le sens romanesque du terme, le méchant absolu, le mal, mais qu'on retrouve soit dans Indiana Jones exactement, soit dans l'As des As, voilà, où Babel se retrouve confronté quand même à Hitler lui-même, et sauf que ce spectacle, c'est un régal, on s'éclate avec Arnaud Joyet, qui est un comparse de toujours, hein, qui lui aussi, comme moi, vient de la chanson, et qui est comédien à côté, improvisateur beaucoup, et on a créé ce spectacle il y a 2 ans. On le joue là, on joue. Je profite de faire la promo, mais on est tous les mardis au Grand Point Virgule à Paris. On s'éclate, c'est un bonheur. On est en tournée aussi, et on adore cette surprise. On a été emmerdé avec le titre qu'on a dû changer. Ah bon? Tu vois, il s'appelait Traqueur de nazis. Oui. Et on a eu tout ce qu'on peut imaginer avant même l'affaire Guillaume Meurice et avant même l'horrible attentat du Hamas et maintenant les conséquences désastreuses aussi. En fait, les affiches arrachées, des menaces sur Internet. Et l'idiotie de certains journalistes, on nous a quand même dit, ça je tiens à le signaler, c'est quand même intéressant, quelqu'un qui est responsable culture, tu vois, de 20 minutes, qui nous dit ah non, je vais pas venir voir le spectacle, non. Pourquoi je suis homosexuel. Et alors les nazis faisaient du mal aux homosexuels. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas nazis, on les traque. Et c'est ce qu'on fait bêtement, parce que le spectacle est juste humoristique, il n'y a rien d'anxiogène, mais ça déploie des passions qui nous dépassent totalement, et je ne m'attendais pas à ça, j'avoue. Mon expérience n'a pas suffi, je me suis fait avoir, je ne pensais pas que ça cristalliserait ce genre de propos, mais on a eu les affiches arrachées, on a eu les affiches transformées par les salles ou les villes qui nous recevaient. Ouais. Bon, en tout cas, vous êtes au Grand Point Virgule, c'est noté tous les mardis. Et puis maintenant, on va évoquer cet album qui est sorti le 25 octobre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Oldelaf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Oldelaf. On a parlé de votre parcours ô combien varié, entre la tristitude, la chasse aux nazis et les chansons pour enfants et autres. Et ben, vu comme ça, c'est hyper beau, mais ça me fait plaisir, parce que je crois que ça résume un peu... Alors, 25 octobre 2024, sortie de votre 5e album sur un thème fédérateur, l'amour. Ça s'appelle Saint-Valentin, et on écoute tout de suite l'extrait intitulé justement Saint-Valentin. Saint-Valentin, il faut savoir que c'est une fête qui est née en Grande-Bretagne le 14 février parce que d'après la légende, c'était le jour où les oiseaux choisissaient de s'accoupler. Ah. C'est originaire de ça. Nous devons ça au Piaf, donc. Pas Edith, mais aux autres. L'hymne à l'amour aussi, ouais, à la manière. L'hymne à l'amour, exactement. Alors, pourquoi cet album et comment est-il né, Oldelaf ? C'est un album qui est né au début, on va dire post-Covid. J'ai voulu faire un album, lancer dans un album assez acoustique, et on est parti avec Victor Payet, mon guitariste et ami. On a joué, mais je m'attendais à faire un album presque, on va dire, 2 guitares, 2 voix et peut-être quelques instruments, mais trucs très dépouillés. Et puis, je crois que j'ai confondu dans ma tête acoustique et triste, et j'ai produit des chansons. Alors, est-ce que c'était le côté post-Covid et traumatisme mondial, et puis moi professionnellement ça a été dur parce qu'il y avait un album qui était sorti le 28 février 2020, donc je vous laisse imaginer les conséquences, mais en tout cas ça a été trop de chansons. Quand je l'ai réécouté, beaucoup trop triste. On a commencé à enregistrer et je me reconnaissais pas. Je me dis, il n'y a pas de petite ficelle à tirer. J'ai rien contre les chansons qui font pas rire, ça bien au contraire, mais il faut qu'il y ait des cordes à tirer, des chemins, et c'était pas... Je me suis pas reconnu quand j'ai re-écouté au bout d'un an, donc je suis reparti, on est reparti en studio. J'ai amené des choses plus électroniques, et c'est le cas de ce qu'on vient d'entendre avec Saint-Valentin, et d'autres chansons sont restées un peu dépouillées, mais ça me ressemble beaucoup plus. Et moi, évidemment, je me suis vu que l'amour était au centre quand même de plusieurs chansons qui arrivaient, et je trouvais ça assez rigolo d'avoir ce fil rouge de Saint-Valentin. La Saint-Valentin, on sait que c'est une fête qui a un côté hyper kitsch, parce que c'est les petits cœurs, les petites fleurs, les petites roses, et blablabla. Mais faut faire un cadeau, mais il y a un côté amour, on n'a pas le choix. Voilà, quand on est amoureux, il faut faire quelque chose à la Saint-Valentin, sinon tu m'aimes pas. Mais il
il y a quand même 364 autres jours où on peut célébrer l'amour qu'on se porte, et je crois que c'est ceux-là qui sont plus intéressants. Et puis, il y a surtout, ça cristallise de manière affreuse tous les gens qui sont célibataires, ce genre-là, encore tout seul. Et je voulais mettre tous ces gens-là dans le même album. L'amour, il a tellement de formes différentes, et puis surtout, c'est que il y a l'amour épanoui où tout se passe bien, il y a l'amour où des choses se passent moins bien, il y a l'amour qui n'arrive jamais, il y a l'amour qu'on est presque en train de rencontrer, ça ne vient pas, voilà. Donc, je voulais parler autant des célibataires que des amoureux, mais autour du thème de l'amour, ouais. Daniel Prévost disait toujours, l'amour, il faut être deux, j'ai essayé tout seul, c'est crevant. C'est une belle formule. C'est très bien. Alors, vous évoquez dans cet album, justement, Oldelaf, les thèmes de l'amour à travers votre expérience personnelle, dites-vous. Oui, alors de toute façon, oui, parce qu'il y a toujours de moi. Maintenant, non, je tempérerais cela quand même en disant que non, la chance, c'est de pouvoir écrire comme on en a envie. Et j'invite tous les gens qui trouvent que leur vie est trop triste, qui ne sont pas satisfaits, écrivez. Vous avez la chance d'avoir un papier sous la main ou un ordinateur, et inventez-vous une vie d'aventurier, de chanteur, de ce que vous voulez être, pilote d'avion. On a la chance d'avoir de pouvoir s'inventer toutes les vies qu'on veut. Et donc, moi, j'écris beaucoup de choses qui ne sont pas ma vie. Je puise une inspiration, forcément, il y a des choses en filigrane qui doivent être là, mais ça reste je crois faire vraiment comme un travail d'auteur et d'inventer des histoires. Ouais. Voilà. Alors, bien sûr, le thème de la rupture est évoqué, oui, mais d'une façon assez particulière dans cette chanson qui s'appelle Luxembourg. Dès mon jardin du Luxembourg, dès le soleil de fin du jour, dès les lumières de Saint-Sulpice, dès dans chacune de mes délices. Voilà, et ce qui est étonnant dans cette chanson, c'est que la rupture a eu lieu il y a bien longtemps, ouais, et vous en parlez encore. Ça, c'est original. Ben, c'est surtout qu'il y a des gens qui restent là. C'est comme des gens qui ne sont plus là pour des raisons de deuil mais en fait, chaque endroit les ramène, chaque petit objet du quotidien va ramener ces gens-là. Et c'est vrai, dans des situations amoureuses, il y a des gens avec qui on a partagé des choses, et puis à chaque fois qu'on va passer quelque part, un souvenir d'un baiser, d'un rire ou va venir émailler et donc faire douter sur les choses du présent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce que dit la chanson, c'est que est-ce que c'est cette personne à l'époque que j'aimais, ou le souvenir que je m'en fais, en fait, et qui transforme complètement, qui idéalise une personne qu'on a pu au quotidien. On idéalise des choses merveilleuses, mais la personne, elle a changé, elle est plus la même, et on continue d'aimer un truc qui n'existe plus, en fait. C'est un sujet universel, finalement, oui. Que personne n'avait traité de cette façon. Oh ben, j'espère, mais enfin, je n'ai pas la prétention de réinventer tout, mais en tout cas, ça, je trouvais ça intéressant, c'est que on s'accroche à des gens du passé, mais c'est le souvenir qui se transforme, qui évolue, qui se bonifie et qui n'est pas forcément la réalité. Ouais. Et on dit d'ailleurs qu'au Jardin de Luxembourg, la fontaine Médicis est le lieu le plus romantique de Paris. Possiblement. Ouais. Vous avez fréquenté le Jardin du Luxembourg pour le chanter comme ça ? J'y suis retourné, on va dire, pour pouvoir chanter en m'imprègnant. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'adore au Jardin de Luxembourg, des choses que j'aime moins, mais c'est un endroit qui est très particulier, ouais. C'est assez étonnant. Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est que j'ai vu sur Facebook des couples qui disaient on s'est perdu de vue à 17 ans, on s'est retrouvé grâce à Facebook 20 ou 30 ans plus tard. Ouais, aujourd'hui... Oui, il y a des amours qui sont éternels, et les gens, il faut toujours espérer. Il y a même... J'ai vu ça, un soldat américain qui a retrouvé son amoureuse française de l'époque, donc à 95 ou je sais pas quoi, ils se sont retrouvés. Et bon, c'est des histoires. Le monde permet des choses merveilleuses, mais oui, il y a parfois des amours qui passent les époques, et heureusement. Et ce couple, d'ailleurs, a fêté ses retrouvailles au Moulin Rouge, invité par le Moulin Rouge. Ils sont morts sous l'hélice qui s'est détachée. Non, je crois qu'ils vont très bien. Bon, tant mieux pour eux. Autre chanson de cet album Saint-Valentin, pas adaptée. Et là j'ai découvert l'amour, et ses seins si joliment lourds, et un soutien-gorge en velours, visiblement pas adapté. Pendant 13 ou 14 tours, le stade me parut trop court, mais depuis ce si joli jour, tout en moi ou presque. Encore une façon particulière d'évoquer les amours d'enfance quand on est un peu pâteau.
Exactement, toute la lourdeur d'un môme de 13 ans qui découvre sa copine de classe qui court. Et donc avec des dessins naissants qui lui font transformer tout. Ça me fait beaucoup rire. Voilà, as-tu encore le droit de dire ça aujourd'hui? J'espère que en tout cas je l'ai fait et je trouve ça. On a tous été ce môme qui découvre sensation et le truc interdit, mais de regarder épater la copine ou le copain de classe de manière complètement subjuguée dans une situation qui n'est pas forcément très romantique, mais ça me fait rire. Ouais. Oui, et en même temps, on a toujours remarqué que dans ces cas-là, on tombe amoureux, mais vous faites rire la personne et elle part avec le belâtre. Ah bah oui, mais ça c'est toujours... Vous avez connu ça? Ah bah oui, bien évidemment. Alors, autre chanson, et ça on peut pas imaginer meilleur symbole de l'amour, c'est Cœur. Si tu m'aimes comme tu me vois, fais un cœur avec les doigts. Si se croisent nos chemins, fais un cœur avec les mains. Et Ça pourrait presque être une pub, un slogan, faites un cœur avec les doigts, avec les mains. Oui, alors, la chanson est prise dans un extrait, et tant mieux si elle est prise aussi au premier degré. C'est vrai que la chanson se moque plutôt des gens, justement, qui résolvent, pensent tout résoudre avec ce cœur, comme ça, je te fais ça. Donc, c'est-à-dire que là, c'est le signe le plus mignon qui soit. Et donc, la chanson dit, ça serait bien que, voilà, les Américains et les Russes, ou les Palestiniens et les Israéliens se fassent des cœurs pour tout résoudre. Et voilà, il y a un côté un petit peu une moquerie, même si la chanson a ce côté premier degré. Si on mélange les deux, bah tant mieux. Mais oui, c'est un signe qui se veut universel, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, le cœur, c'est dès l'Antiquité, mais en fait, c'était une feuille de lierre avec une circonvolution d'arabesque. C'était le symbole de l'amour à cette époque-là. D'accord. Alors, il se trouve aussi d'ailleurs que vous avez une vie tranquille, c'est-à-dire que vous êtes aussi l'anti-star, parce que vous avez une famille, vous restez chez vous. À la limite, il faudrait presque le silence autour de vous alors que vous faites de la musique. Oui, faire la musique à la maison, ça a toujours été un combat. Alors que c'est la musique qui nous permet d'avoir la maison, justement, mais en tout cas, oui, je crois que je pourrais pas faire ce métier si j'avais pas une base solide, certainement, ouais. Et vous avez un point commun avec Brel. Quand il rentrait 3 jours par an dans sa famille, dans sa vraie famille à Bruxelles, c'était le silence absolu, un peu de musique classique, mais si les enfants avaient le malheur de dire un mot de trop, ils rentraient dans une colère monstrueuse. Non, alors là, non. Là-dessus, non. Alors là... Le silence, en tout cas. Ah oui, non, alors là, non, au contraire, j'aime bien le bazar, et les enfants l'ont bien compris. Et ils en profitent. Oui, non, moi j'aime bien qu'il y ait du monde. J'ai besoin de ça, de me retrouver dans la famille, mais aussi entre amis. Alors, en effet, ça fait très peu de temps que je réécoute de la musique. Pendant très longtemps, j'ai tellement de la musique tout le temps dans ma tête, tout le temps. Je pouvais passer des 800 km de voiture sans penser à allumer l'autoradio. Et il y a même un anniversaire. On fait une grosse fête chez moi, vraiment. Il y avait beaucoup de gens. On était 100 personnes. C'était une très grosse fête. Et on me dit à un moment... Est-ce que... Vas-y, on écoute de la musique? Ah oui, carrément. Et je cherche. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas d'appareil pour écouter de la musique. Tout simplement. J'avais des disques, mais ça a été rangé, on l'a pas ressorti au déménagement. Je n'avais pas de quoi écouter de la musique chez moi. Parce que j'en faisais, je l'entends tout le temps, la musique. Donc... Et là, j'avais l'air con, donc heureusement, et c'est là la chance, on s'est mis... Il y avait des instruments, on a joué, et ça a été une très belle soirée, Et ce jour-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et depuis, j'ai réappris à écouter de la musique et j'ai redécouvert de nouvelles choses, donc c'est super. Alors, on va vous redécouvrir parce qu'il y a une tournée qui est prévue, une longue tournée qui est prévue, et qui passera également à Paris par la Maroquinerie et par l'Olympia. Oui. Et on reprend les grandes traditions. Oh bah oui, mais quel bonheur d'aller jouer ces nouvelles chansons et puis les anciennes en tournée avec ma bande, mes copains, ma famille... Ma famille de cœur, j'entends, et c'est... oui, évidemment. Et puis là, l'Olympia, ce sera une date particulière, puisque je fêterai mes 50 ans, le jour de mes 50 ans à l'Olympia. Donc c'est une date tout à fait particulière. Et quand vous avez ce recul sur votre carrière et que vous avez 50 ans, est-ce que vous vous dites, mais j'ai fait tout ça? Ah, c'est merveilleux. Mais il faut réussir à le prendre. Et c'est ça, quand de temps en temps... On a besoin, en tant qu'artiste, de toujours être triste, d'avoir des névroses, inventer des névroses. Mais quand tu fais le bilan objectif, je me dis, oh purée, quand même, quelle jolie vie, quelle jolie carrière. Et même si elle s'arrêtait là, mais waouh, c'est déjà, j'ai vécu des choses fantastiques. Et mes chansons, je sais que j'ai l'impression qu'elles me survivront, donc ça c'est un grand honneur. Mais non, bien sûr, c'est une carrière exceptionnelle, j'adore. Et en même temps, ça va continuer, et à votre façon, pas question de changer quoi que ce soit. Changer, évoluer, en tout cas, continuer d'évoluer, mais oui, non, j'ai envie de continuer à faire des chansons
à ma manière, dans un style qui évidemment vieillit gentiment avec moi, puisque moi j'ai pas envie de mettre des vocodeurs ou de rapper sur mes chansons. C'est pas mon style. J'ai pas de nostalgie pour ça ou d'intérêt pour l'instant. Peut-être que ça changera, mais donc voilà, je continue à faire des chansons comme j'ai envie de le faire et j'ai la chance qu'on me laisse le faire. Donc ouais. Et vous vous débrouillez très bien pour le faire. Et Saint-Valentin, c'est un album de plus. Le 5e, il y en aura d'autres, j'en suis sûr. Alors 5e en solo parce que il y a tous les groupes d'avant, mais ça doit être le 12e officiel, tu vois. Voilà. Donc, quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Et donc rendez-vous en tournée à la Maroquinerie à l'Olympia avec cet album aussi Saint-Valentin. Et puis continuez parce que vous êtes toujours le bienvenu dans Les Clés d'une Vie. Et merci pour votre fidélité, Jacques. Merci. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.